Bonjour et bonne fête de la femme à toutes. C'était du 4 au 15 septembre 1995. Après plusieurs jours de discussions entre les pays et les ONG représentées, la déclaration de Beijing sur les droits de la femme était publiée. Ses principaux objectifs étaient, entre autres, veiller à ce que les femmes et les jeunes filles jouissent pleinement de tous les droits de la personne humaine, éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme et de la jeune fille, promouvoir l'indépendance économique des femmes, prévenir et éliminer toute forme de violence faite à l'égard de la femme et de la jeune fille. 10 ans plus tard, à travers le thème mis en œuvre de la plateforme d'action de Beijing, bilan et perspective, le Cameroun se propose de dresser un état des lieux. Où en sommes-nous? Comment accélérer l'atteinte de ces objectifs? Nous évoquerons également le statut de la femme dans la société camerounaise. Est-il clairement défini? C'est l'une des questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cette édition de cet hebdo. Et puis en deuxième partie, il sera question du scandale du concours d'entrée à l'IRIC survenu en fin de semaine dernière, de listes d'admission différentes publiées en l'espace de 24 heures. Que cachent ces incongruités assez courantes dans les concours d'accès aux écoles publiques? Et puis quel impact de telles erreurs peuvent-elles avoir sur la solidarité nationale? Voilà pour les principaux sujets au milieu de cette émission. Tout de suite, je vais présenter le panel qui sera aujourd'hui composé de 5 invités, 4 femmes, honneur à la gente féminine. Le docteur Yvette Balana, enseignante et puis syndicaliste à l'Université de Douala, qui est d'ailleurs parmi nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de m'avoir invitée. Non loin de vous, Marianne Ekanet, femme politique, vous êtes du Manidem. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, c'est Marianne Simon Ekanet. D'accord. Donc Madame Simon. Ok. Également avec nous aujourd'hui, Sa Majesté Essa Kaikwala, femme politique également, mais aussi Princesse Sawa. C'est un honneur de vous recevoir pour la première fois sur ce plateau. Bonne fête. Bonne fête à vous toutes. Merci de m'avoir invitée. Marion Obam, journaliste, est aussi avec nous. Bonjour et bienvenue, d'accord. Elle sera avec nous dans un tout petit instant. Juste le temps de gérer quelques petits détails techniques. Ok, on prend très vite la transition. Et on revient justement pour faire cette évaluation de la déclaration de Beijing de 1995. Voilà, je vais d'abord dire bonjour à Marion Obam qui nous a rejointe. Bonjour, bienvenue. Bonjour Dora, bienvenue et bonne fête de femmes. Merci. Alors, je peux déjà constater que toutes les femmes ne sont pas en pagne. Hein. Je vais poser la question à celles qui ne le sont pas. Vous protestez contre le pagne ou quoi? Non, je n'ai aucun problème par rapport au pagne. C'est juste que ma couturière m'a fait faux bon. Donc, D'accord. Et Sa Majesté Essa Kaikwala, c'est également le cas pour vous? Non, ce n'est pas le cas. Je ne vais pas raconter les vannes sur les couturières. Oui. Je ne suis pas contre le pagne, mais je trouve que c'est réducteur, simplement. D'accord. Ok, ça c'est dit. Donc, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Et la première question, c'est à vous que je la pose, docteur Yvette Balana. Vous faites des recherches sur la question. Alors, 1995, 2015, où en sommes-nous quant à la déclaration de Beijing? Est-ce qu'on atteint ces objectifs au moins de 50%? Non, on est très loin. C'est très insuffisant. Quand on prend les 4 points critiques de Beijing, c'est quoi? La pauvreté, l'extrême pauvreté des femmes, les violences faites aux femmes, la situation des femmes en période de conflit, et enfin la représentativité des femmes dans les sphères de décision. Voilà les 4 points critiques. Et quand vous regardez comment les réformes qui ont été prises, et ça c'est de manière globale, puisque nous ne sommes pas encore arrivés au niveau du Cameroun. Donc, de manière globale, les choses bougent lentement, très lentement, et c'est handicapant pour l'émancipation de la femme. Parce qu'il faut des réformes en profondeur. Pourquoi il faut des réformes en profondeur? Parce que ce qui bloque la femme, c'est vrai, les femmes politiques vont dire, sur le plan politique, sur le plan social, mais c'est surtout les stéréotypes. Les stéréotypes sont tellement puissants, parce que les stéréotypes, c'est des croyances comme cela, erronées, qui circulent dans les imaginaires et qui concernent un groupe donné. Alors, le stéréotype, il a d'abord le défaut d'être généralisant. Les femmes sont comme cela. Donc, que vous soyez ministre ou pas, vous êtes une femme. Le stéréotype, il est, je dirais, inexact. Parce que ce qu'on dit de la femme ministre ne peut pas être appliqué à la femme Bayam Selam. Et enfin, le stéréotype, il est résistant. Il est puissant. Il résiste même
à la réalité quotidienne, ils résistent à la nouveauté. Et c'est vous les médias, vous nous avez offert un bon échantillon d'analyse pendant cette semaine. Moi, j'étais à la radio parce que c'est la semaine de la femme. Et quand le micro-baladeur était tendu aux hommes, parce qu'il faut dire quels hommes, je n'ai pas dit les hommes de la rue, parce que c'est ça le Cameroun. C'est le Cameroun à 80%. Qu'est-ce qu'ils disent quand vous écoutez la femme, bon, la femme doit assumer son rôle que Dieu lui a donné. Et là, on convoque Dieu. Mais on ne convoque pas Dieu pour la condition malheureuse et misérable de la femme. La femme, qu'elle soit ministre ou directeur général, bon, elle doit assumer son rôle. Hein. Puis la femme, c'est le principal problème. Et puis qu'est-ce que la femme même... C'est pas le principal problème, mais c'est le plus grave. Oui. Parce que pourquoi c'est plus grave? Parce que le stéréotype a de ceci, et je crois que c'est par là que j'aimerais conclure pour ne pas monopoliser quand même la parole, parce que c'est le défaut des syndicalistes, des enseignants, c'est que le stéréotype touche tous les membres d'une société. C'est-à-dire ce que pense le gars qui vend les arachides là-bas au marché je sais pas, de Bepanda ou bien de Sanaga, c'est ce que pense l'homme politique. Et je vais vous donner tout simplement un exemple. Hein. Poutine l'a dit. Poutine l'a dit pour chuter en pleine télévision française que, bon, je ne discute pas beaucoup avec les femmes. Vous comprenez que c'est un homme politique. Quelle est la place qu'il va donner? Oui. Et si les réformes ne sont donc pas profondes, ça peut pas. D'accord, merci. On va donc aller point par point, hein, parce qu'il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect économique, politique, social. Donc, on va peut-être commencer, Marianne Ekané, sur l'aspect économique. Il était question également dans la déclaration de Beijing de permettre aux femmes d'être indépendantes sur le plan économique. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui au Cameroun? Alors, moi, je commence par parler rapidement de ce pagne. Moi, je suis pour le pagne. Le pagne n'est pas réducteur parce que je pense qu'ici au Cameroun et dans d'autres pays, nous mettons des pagnes lorsqu'il y a un deuil pour le défunt. On met des pagnes lorsqu'il y a un mariage. Est-ce que c'est réducteur? Non. Donc, le pagne est quelque chose d'important parce que ça fédère toutes les femmes. Ça permet à la femme qui est Bayam Selam d'avoir le même pagne que la femme qui est ministre ou chef d'entreprise. Au moins ce jour-là, toutes les femmes ont l'impression d'appartenir à une communauté bien précise. Donc le pagne, mon sentiment, c'est que ce n'est pas réducteur. Donc c'est pour ça que je l'aborde avec fierté et mon chapeau avec... Deuxième chose, quand tu as parlé sur le plan économique, de rendre les femmes indépendantes, non, je pense que les femmes ne sont pas indépendantes sur le plan économique parce que déjà nos banques n'accordent pas de crédit à une femme seule qui n'est pas mariée. Il faut toujours qu'on lui accorde, il faut qu'elle soit mariée pour avoir accès au crédit. Et même les femmes qui ont donc accès à ce crédit-là, elles ont accès à ce crédit parce que le mari, le capital le plus souvent part du mari, ce n'est pas la femme elle-même qui a un capital. On peut le voir aussi dans la gestion même d'une maison. Donc dire que il y a sur le plan économique, ça a avancé, non. Je peux parler aussi sur le plan, je ne sais pas s'il y a une juriste ici, depuis 1995, que l'association La CAFEJ a réécrit le code de la famille, 1995 jusqu'à aujourd'hui, 2015, ce nouveau code de la famille n'est pas passé à l'Assemblée. Il se murmure dans les couloirs de l'Assemblée que ce code de la famille a été envoyé au ministère de la Justice, bien évidemment pour que ce soit dilué dans des conglomérats de toutes les lois. Je vous signale quand même que ce qu'on a gagné, pour mon sentiment, c'est simplement qu'il n'y ait plus question d'avoir une autorisation du mari pour sortir du pays. C'est uniquement cela qu'on a gagné. D'accord, donc il y a encore beaucoup de choses à faire sur le plan économique, mais on a quand même des exemples là. Madame Phoning, de regretter mémoire, Sa Majesté Sakekola, on peut quand même dire que quelque part, quand on regarde aujourd'hui dans la société camerounaise, en dépit des stéréotypes, il y a des femmes qui réussissent à faire des affaires et à devenir des femmes d'affaires quand même influentes au Cameroun. Il y en a toujours eu. Hein? Vous avez parlé de Beijing 95. Madame Phoning est antérieure à 1995, que je sache. Elle était déjà chef d'entreprise, elle faisait déjà pas mal de choses visibles qu'on peut apprécier différemment, mais elle était là. Donc, elle n'a pas attendu cela. D'accord? Et même quand on va plus loin dans la société, dans la culture camerounaise, en gros, les femmes ont toujours été celles qui travaillent le plus dans le domaine économique, même si c'est de l'économie domestique ou familiale, pour faire vivre la famille. Quand vous allez dans les familles monoparentales, c'est les femmes. Vous allez même dans les familles mariées,
vous trouvez des hommes qui vivent conformément à leur code, très masculin, ils sont dehors, ils ont 5-6 bureaux. Donc, le reste de leur vie, c'est à l'extérieur. Quand vous arrivez à la maison, c'est la femme qui est là, qui fait attention à tout le monde, y compris même la belle famille. Donc, vraiment, tout le gouvernement de la maison est assuré et assumé par la femme, qui transmet cela au niveau économique, même si parfois c'est dans un cadre, comment dirais, un cadre pas formel, c'est-à-dire informel. Mais c'est toujours de l'économie qui fait avancer les femmes. Et avant, Madame Foni, il y en a eu bien d'autres. Donc, j'aimerais beaucoup qu'on ne se focalise pas sur un exemple qui a été exceptionnel ou au-dessus de la mêlée, même pas grâce à cette loi, mais la loi a peut-être appuyé cela et qu'on pense que ça veut dire que voilà l'exemple de la libération de la femme. J'en profite pour revenir sur ce que Marianne a dit. Je répète, c'est réducteur. Parce que si vous me dites que le pagne a ceci de fédérateur, ce qui est très bien, c'est vrai en partie, pourquoi donc ne mettons-nous pas les pagnes toute l'année durant? Pourquoi est-ce que les femmes, nous devons avoir un 8 mars pour nous fédérer enfin, pour nous savoir que c'est... Moi, je trouve que 365 jours de l'année sont les jours de la femme. D'abord de la femme et surtout de la femme. D'accord. Alors, très rapidement... moi, j'aimerais... Oui, vous allez je suis désolée. Je vais conclure. Ne me demandez pas de chuter parce que vous n'avez pas de parachute. Je disais que ce qui se passe, que j'aimerais beaucoup qu'on dise cette année, ce 8 mars, c'est peut-être pour les femmes, pour un peu rejoindre Marianne, pour les femmes rurales, par exemple. Le 8 mars prochain, pour peut-être les poissonnières ou des pêcheurs ou des femmes qui font ci ou ça, par rapport à la spécialisation des métiers qui font vivre. Mais si c'est pour les femmes généralement et tout, je trouve que c'est réducteur, je trouve que c'est méprisant à l'endroit des femmes et du travail qu'abattent les femmes, quel que soit le niveau et tout ça, parce que s'il faut vraiment un 8 mars pour que nous nous souvenions qu'on peut se mettre ensemble, et c'est ce qui nous détruit. Nous sommes nos premiers ennemis, les femmes. D'accord. Merci, Sa Majesté. Je comprends dans quel sens puisque la question du pagne revient encore et encore, avant que je ne passe la parole à Marianne Obam, pour qu'on évolue dans le débat, avec vous, docteur Yvette Balana, et très rapidement, on va évacuer cette question du pagne sur laquelle vous voulez absolument vous exprimer. Je vais répondre parce que, à deux niveaux, je suis avec et peut-être contre les deux. Le pagne est réducteur, c'est vrai. Il est réducteur parce que, et vous voyez comment on a réussi à le réduire en enlevant dans cette journée que nous célébrons, on a enlevé droit. Et c'est très politique. C'est la journée internationale des droits des femmes. Donc ça veut dire, comme dit la reine, nous avons tous les autres jours pour nous. Ce n'est pas le 8 mars. Maintenant, on a réduit au Cameroun, c'est la journée internationale de la femme. C'est la journée des droits des femmes. C'est pour ça qu'on doit en profiter donc, pour évaluer ce que nous avons obtenu comme droit. Maintenant, par rapport à ce que dit la dame politique, Marianne, c'est que c'est un symbole aussi. C'est un symbole. N'oublions pas que, comme elles disent, fédérateur, parce qu'il y a des femmes. Nous ne sommes pas les femmes, ce n'est pas notre pourcentage qui est le plus élevé. Donc ça représente quelque chose pour ces femmes qui sont dans la pauvreté la plus extrême, de porter ça a un aspect symbolique. Sauf que ce sont les autres femmes qui ont des positions individuelles dont elles profitent seules, qui en tirent profit. Parce que pour conclure, à ce niveau, j'ai entendu un jour une dame qui occupe des hautes fonctions dans l'académie, qui vient en voiture, une voiture payée par le contribuable camerounais, elle a un chauffeur et dit qu'elle est une femme rurale parce qu'elle a les plantations au village. C'est complètement erroné. Donc ça peut être aussi exploité, cette affaire de fédérateur, parce qu'il n'y a pas de fédérateur. Cette dame n'est pas une femme rurale. Son statut ne ressemble à rien à celui de mes sœurs qui sont là au village, qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont rien, qui n'ont rien. Donc, qui doivent cultiver et nourrir des familles. D'accord, merci. C'est pour ça que je alors, on va... Voilà. Maintenant, voilà, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur la question du pain. C'est un débat d'ailleurs qui revient chaque année. Pour l'instant, Marianne Obam, on a pu constater qu'effectivement, il y a beaucoup de blocages quant à l'épanouissement de la femme sur le plan économique. Et ce qu'on peut constater quand même de l'autre côté, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de faire investir les femmes, même les hommes, souvent quand ils financent les activités de leurs épouses, généralement, c'est pour ouvrir des prêt-à-porter, c'est toujours pour faire des métiers, soit encore pour être cultivatrice, comme le disait Sa Majesté Sakekwala. Donc, il y a toujours des domaines que, même quand on parle d'investissement, on croit réservés aux hommes. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer plus de 10 ans après l'adoption de la déclaration de Beijing?
Alors, je voudrais dire que lorsque j'ai suivi toutes les réactions des femmes ici, je voudrais dire qu'on ne construit pas une nation en un jour, ok? Et que nous célébrons la 30e édition de la célébration des droits des femmes. Mais au Cameroun, ça ne se célèbre pas depuis 30 ans, ok? Ça veut dire que nous sommes dans un processus d'éducation et de formation. Chaque position que nous réussissons à obtenir et à gagner, c'est une victoire pour nous. C'est pour ça que pour moi, un élément, que ce soit le pagne, que ce soit des formations pour les femmes, que ce soit de la structuration politique, économique ou même familiale, c'est des domaines où nous gagnons. C'est chaque jour que nous construisions, c'est chaque jour que nous mettons un nouveau parpaing pour l'élévation des femmes dans la société camerounaise. C'est pour ça, justement, je suis d'accord avec Madame Balena pour dire que les stéréotypes sont vraiment résistants et qu'on doit travailler à les faire tomber. Mais on ne va pas les faire tomber en un jour. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on généralise en disant que le pagne est réducteur ou le pagne ne l'est pas. Nous tous, nous sommes des adultes, les femmes sont des adultes, les femmes sont conscientes, tout le monde sait ce qui est bien pour lui. Aujourd'hui, vous êtes venus en pagne, nous ne sommes pas venus. Ça ne veut pas dire que dès qu'il y aura un combat sur les femmes, nous n'allons pas nous lever. Donc je voudrais qu'on soit assez ouverte sur les positions que nous prenons qui doivent être fédératrices. Okay? Maintenant, par rapport à l'accompagnement sur les positions économiques des femmes, je voudrais dire que beaucoup de choses ont été faites. Peut-être vous n'observez pas, peut-être vous n'avez pas le même ressenti que j'ai, mais j'ai vraiment une forte impression qu'aujourd'hui, ce qui consiste généralement à ce qu'on appelle l'économie formelle, hein? Non, l'économie informelle oui. Est beaucoup détenue par les femmes. Okay? Parce que les femmes ont ceci de particulier qu'elles réussissent à créer des réseaux. Okay? Oui. Elles réussissent à créer des réseaux, elles réussissent à créer des associations, elles réussissent à créer des fonds. Aujourd'hui même, c'est beaucoup de femmes qui financent leurs époux, qui les accompagnent. Et comme le disait tout à l'heure la princesse, quand on gère le foyer, on ne voit pas beaucoup l'homme. Parfois, vous lui rendez compte, mais vous avez eu devant vous des situations que vous avez dû gérer. L'enfant a dû être malade, on a des pensions à l'école, ou la belle famille a atterri. Il n'est pas là, vous faites quoi? Vous devez gérer. Okay? Et cette façon d'être toutefois, chaque fois confronté à la difficulté, à amener des femmes à se projeter sur comment mettre en place des dispositifs pour ne plus avoir honte. Et même par le fait de ne plus avoir honte, surtout pour couvrir son époux. Okay? Donc beaucoup de femmes ont pu mettre en place certains dispositifs qui sont autour des tontines, qui sont autour des cotisations, qui sont autour des affaires qu'elles font même parfois sentir à leurs époux. Oui. Okay? Donc aujourd'hui, la question n'est plus est-ce que l'homme est un apport véritable pour le développement de l'économie de la femme? C'est de savoir qu'est-ce que la femme veut et comment est-ce qu'elle va y arriver. Beaucoup ont pu déjà mettre Quand je vais aux impôts aujourd'hui, je vois des structures qui sont des start-up, qui sont détenues à 50% par les femmes. Vous les voyez, elles ne parlent pas beaucoup, mais elles travaillent. Je vous assure que dans très peu de temps dans ce pays, quand on parlera de la masse critique économique par rapport à l'argent, les femmes parleront. D'accord, donc il y a de véritables avancées, oui, une réaction. Oui, surtout sur le plan économique. Je ne partage pas, vraiment pour le pain, nous sommes d'accord, hein, je suis d'accord avec Marion, mais sur le plan économique, je crois qu'il faut qu'on soit assez prudent. C'est clair que depuis toujours, la femme africaine, c'est elle qui porte l'économie informelle. Et nous avons bien prononcé le mot informel. Mais qu'est-ce que l'informel? C'est beau. Les femmes sont, quand on parle d'économie informelle, elles sont dans les services, dans la consommation, dans l'agriculture urbaine, périurbaine. Nous sommes tous d'accord. C'est même cette économie-là, en sous-marin, qui porte la stabilité des États africains. Que vous allez au Congo, vous connaissez l'histoire des Nana Benz. Oui. Prenons le cas des Nana Benz en particulier, puisque nous évaluons Beijing. Ces femmes comptaient déjà en termes de chiffre d'affaires des milliards. Elles sont où aujourd'hui? C'est ça le drame de l'économie informelle. C'est que les femmes, 60% des métiers de l'informel sont des métiers précaires. Et Marion a raison de dire quand même que ces femmes-là, aujourd'hui, les choses avancent, bougent un tout petit peu, je préfère. Bougent un tout petit peu, parce que ces femmes commencent à comprendre qu'elles peuvent transformer cette économie de la débrouillardise. En fait, c'est ça. Parce qu'elles sont depuis l'enfance, il faut dire, hein, depuis la petite fille, hein, ce qu'on lui demande, elles sont tellement rompues dans la subsistance qu'elles commencent à comprendre. Et ça va aller avec l'éducation, qu'elles peuvent faire quelque chose de cela et elles peuvent donc déjà transformer cette économie de l'informel en des PME. Mais qu'est-ce qui est fait pour les PME?
Voilà l'évaluation de Beijing. Et d'autres en sont arrivés même à transformer en de véritables entreprises, c'est vrai. Mais il y a encore beaucoup de limites au niveau des mécanismes par exemple, juridiques. Le problème de l'octroi des crédits. De l'octroi des crédits, comme elle a dit. Donc en réalité, et avec la princesse, parce que je crois qu'elle est sur un plan historique, je crois qu'on ne peut pas témoigner du poids de la femme dans l'économie, les Bayam Salam au Cameroun, etc. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et les économistes du développement nous le disent. Ce n'est pas ce que les femmes font en retrait qui est important, mais c'est comment on les inscrit dans les mécanismes institués de l'économie formelle. C'est là où le bas blesse. Ça ne sert à rien de gagner des milliards aujourd'hui et 10 ans après, de ne plus en avoir. Alors que les hommes, ils sont dans l'économie formelle et il reste des richissimes, comme si tout cela continue à montrer à nos jeunes sœurs que les femmes n'ont jamais rien fait. Donc, c'est là la petite... la petite différence qu'il y a entre les moi, je mets un bémol parce que quand Mme Obama dit beaucoup de choses ont été faites, j'aimerais lui dire les femmes ont fait beaucoup d'efforts pour être là où elles sont. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait pour les femmes. Donc vous dites beaucoup de choses ont été faites. Quoi? Rien du tout. Les femmes se sont... Non, pas rien du tout. Je ne suis pas d'accord. Mais fait par qui? Dites-moi ce qui a été fait. Je continue en disant, ce sont les femmes elles-mêmes qui se sont prises en main sans attendre Benji ou quoi que ce soit. Je crois qu'en 31... Non, mais nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Mais c'est ce que je voulais dire, que rien, ce n'a pas été, c'est pas le fait, c'est le fait des femmes. Mais ce qui est important aussi, c'est de savoir ce que les pays eux-mêmes font pour les femmes. Comment intégrer les femmes dans les organes organes de décision. Pas rester toujours dans l'informel. C'est ça le problème. Parce que les femmes n'ont pas attendu que Benji soit là ou autre chose pour qu'elles se mettent dans l'informel. Maintenant, elles font partie de cette société qui bouge en sous-marin. Mettez donc ces femmes, il faudrait que ces femmes-là soient intégrées dans des organes de décision. Comment voulez-vous que plus de la moitié d'une population soit complètement en dehors des organes de décision? Dans une pyramide, on les retrouve uniquement à la base. Dès qu'on monte un peu au sommet, elles ont disparu. Et c'est elles qui savent ce que c'est qu'un pays. D'accord. C'est ça que nous, on demande. Observation quand même mitigée sur la question, mais ce qu'on peut retenir de manière globale, c'est qu'il y a des choses qui sont faites surtout par les femmes et que les autorités ne semblent pas beaucoup bouger le pas. C'est en tout cas ce qu'on peut retenir de cette question. Maintenant, on a des femmes qui sont rentrées un peu plus dans la sphère politique. Aujourd'hui, je prends par exemple l'exemple du Parlement. On a 30% de femmes représentées aujourd'hui. C'est d'ailleurs inscrit sur les pages du 8 mars que nous arborons. On parle de l'avancée méritée, certes, mais sur le plan pratique, est-ce qu'on ressent cette participation des femmes au Parlement? Surtout, est-ce que ça a une incidence sur l'amélioration des décisions en matière de politique, de gestion et d'encadrement de la femme au Cameroun? On va suivre ce reportage de Léla Reine-Ganzeux et puis après, on prendra la réaction de l'honorable Pokosine Doumbé, Elise Pokosine Doumbé. Mais d'abord le reportage. Plus de 30% des femmes représentées à l'Assemblée nationale, devra-t-on continuer à en faire un slogan de plus en contenu? Tout de suite, le thème de cette conférence interpelle. Pendant longtemps, la gente féminine camerounaise s'en vantait. Les femmes sont passées de 23 à 56 à la chambre basse du Parlement. Mais une fois l'euphorie passée, 1 an et 6 mois après leur élection, qu'est-ce que les femmes députées ont concrètement fait pour l'égalité des genres, l'autonomisation et l'émancipation de leurs consoeurs qu'elles représentent? Pas grand-chose. Une inertie que déplore une femme députée. Depuis le début de cette législature, nous ne nous sommes pas réunis une seule fois en tant que femmes parlementaires. Les femmes qui se sont retrouvées à l'Assemblée nationale n'ont pas cru devoir prendre leurs responsabilités en main et régler les problèmes des femmes. Et pour cela, nous leur demandons de se surpasser, nous les interpellons. Nous pensons qu'à tous les niveaux, au niveau déjà de l'Auguste Chambre, au niveau de nos partis politiques, au niveau du gouvernement, les femmes doivent réagir, les femmes doivent agir et les femmes doivent s'insurger s'il le faut. À côté, ce constat engendre d'autres interrogations. Pourquoi les femmes se sont retrouvées avec ce pourcentage spectaculaire à l'Assemblée si jusqu'ici, le Cameroun n'a toujours pas de code de la famille, si aucune loi ne condamne fermement les violences faites sur les femmes?
Selon une étude menée par l'Association de lutte contre les violences faites à la gente féminine, 52% de femmes ont déjà au moins une fois subi la violence conjugale, tandis que 53% ont subi des violences depuis l'âge de 15 ans. Des chiffres alarmants qui poussent à se demander si finalement 30% des femmes à l'Assemblée nationale doit-on s'enorgueillir. Alors la question, je vous la pose, merci Léla Reine-Ganzeux, je vous la pose directement, Sa Majesté Sakekwala. 30% de femmes dans le Parlement, doit-on s'enorgueillir? Je ne pense pas, parce que ce n'est pas quelque chose de planifié. Et je suis certaine que les hommes politiques, s'ils avaient compris qu'à la sortie, sur le plan comptable, elle serait 30%, ils auraient tout fait pour que ce ne soit pas le cas. En fait, ce qui se passe, c'est cette espèce de chaise pas trop luxueuse qui est au milieu d'un beau salon luxueux qu'on dit mettez-le de côté pour que ce ne soit pas très visible, qui, quand on a utilisé le super salon de façon pas contrôlée que ça se casse, on la ramène là. Et puis, on se rend compte qu'elle est là avec le reste de chaises de luxe. Pour la plupart, c'est ce qui s'est passé. Les femmes sont arrivées à 30% par défaut. Je mets au défi, ne serait-ce que le parti de la majorité, le principal parti, de me dire non, parce que j'ai suivi quelques cas où on disait, qu'est-ce qu'on fait alors? Bon, cette femme-là est là depuis quand même 20 ans. Elle a été auprès de Madame Foni ou auprès de Madame autre et tout ça. On peut la mettre là. C'est pas grave, par défaut. Et de façon silencieuse, parce qu'elles acceptent tout, parce que c'est elles qui militent, parce que c'est elles qui sont sous le soleil, parce que c'est elles qui applaudissent, c'est elles qui disent « Shoga ». Elles sont devenues soit députées, soit maires ou tout ce que vous voulez. Et ça enregistre de manière comptable une femme de plus. Il y a peut-être, pour ma part, 5% des femmes qui se sont battues pour cela, qui se sont dans les différents partis et qui sont arrivées. Pour le reste, quand on prend comme ça, de manière empirique et tout, on dit oui, 30%, on approche déjà de cette espèce de, comment on dit, de quota pour les femmes, et c'est tant mieux. Mais moi, je suis le genre de personne qui part du détail pour comprendre ce qui se passe au niveau général. Le jour où les partis politiques vont être d'accord que ce que fait cette dame en face de moi, Marianne Ekane et autres, est aussi valable et parfois mieux, ça passe mieux au sein de l'opinion que quand certains hommes le disent ou le font. Et le jour où ils comprendront que faire 40 ans dans un parti en criant, en sortant, ce n'est pas assurer la virginité de certains actes parce que des compromissions au compromis, tout y passe, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il fonctionne vraiment pour le bien du pays, les choses seront différentes. Mais là, en attendant, la seule chose que je peux dire, aussi bien en économie qu'en politique, il s'agit de la visibilité des femmes. En économie, on n'a pas encore mis sur place des mécanismes qui ressortent la participation des femmes au niveau fonctionnel, au niveau économique, pour qu'au niveau des statistiques, quand on parle de l'économie, la part des femmes ressorte et qu'on dise, pour les femmes, quand même, quand elles viennent chercher des crédits, voilà si, qu'on fasse des facilitations à l'endroit des femmes. Tout est passé sous silence, mais dès qu'un homme réagit, il se gratte, parfois par l'aide des femmes qui sont autour de lui, en note, ça rentre dans les statistiques. Et le moment venu, ils ont la part belle. Pourquoi est-ce que, je le redis encore, les deux principaux partis au pays maintenant, le RDPC d'un côté, le SDF de l'autre, est-ce que vous avez vu dans leur bureau politique, je ne sais pas trop comment ils appellent ça, mais des organes de décision qui sanctionnent ou pas. Vous avez vu les femmes qui y sont? Je n'en vois pas beaucoup. Oui. Et quand elles y sont, c'est pour la galerie. D'accord, merci. Non, Marion Obam, merci Sa Majesté. Alors, Marion Obam, femme au sein de l'Assemblée nationale pour faire figuration, c'est une opinion très répandue. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je dis que l'honorable Patricia Ndamjoye a dit tout à l'heure, c'est horrible. C'est horrible parce que si, depuis cette législature, les femmes qui sont au Parlement, de quelque parti que ce soit, ne se sont pas assises pour dire comment on peut faire évoluer la condition de la femme, nous, de notre point, de notre position, où on a quand même un pouvoir, c'est quelque chose de grave, d'extrêmement grave. Et c'est là où, effectivement,
on peut dire que les hommes, ils ont réussi leur coup. Parce que là, ils vont vous dire, mais elles sont ici, qu'est-ce qu'elles font? Vous en voulez encore plus. On peut même vous donner 50%, mais qu'est-ce que vous allez en faire? C'est vraiment dommage si au soir de cette législature, on fait un bilan aussi négatif. Parce qu'effectivement, 30%, ça veut quand même dire que si on peut bloquer, même si on ne peut pas bloquer, on a quand même la possibilité de dire que nous introduisons, on milite pour que cette année-ci, le code de la famille soit effectivement voté. Et on commence à faire du lobbying autour des hommes qui sont plus ou moins sensibles à la question de la famille. Parce que là, nous parlons de la famille, nous parlons de la structure du pays, nous parlons de la structure, de l'avenir de notre pays. Quand on parle de famille, ce n'est pas uniquement une question d'hommes et de femmes. Quand on parle du code de la famille, c'est comment est-ce que nous voyons, nous projetons notre société. OK? Mais si ce code n'arrive même pas à être voté alors qu'on a des femmes qui ne se réunissent pas, donc arriver là-bas, qu'est-ce qu'elles font? Elles se regardent en chien de faïence. Elles disent non, comme l'autre est du SDP, c'est moi, c'est du SF. On n'a pas les mêmes combats et tout. Alors que c'est vraiment dommage. On devrait aujourd'hui avoir un bilan où on peut dire que grâce au pourcentage de ces femmes, on a pu obtenir X ou Y. Et c'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on pousse, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on conquiert des positions et comme ça qu'on réussit à inverser la tendance. Donc, mais si on peut avoir un bilan, il faut qu'elle fasse plus. Oui. Il faut vraiment qu'elle se batte pour que, à la fin de cette législature, qu'elle ne soit plus à ce niveau. Pour que les femmes qui sont aussi derrière elles, pour certaines qui les ont votées, et à côté de ça, peut-être on leur a donné du poisson ou de la viande ou je ne sais pas trop quoi, mais qui dans leur situation et dans leur vie, dans leur bien-être ne sont pas Il faut une participation effective pour que, comme vous le disiez, ce que vous appelez le coup des armes, qu'ils ne réussissent pas et qu'on ne dise pas finalement une femme en politique, ça ne sert pas à grand-chose, mais